Pour nous parler d'éco-socialisme et de transition énergétique au profit de tous, merci d'accueillir la nouvelle co-directrice de Présence et Action culturelle, Sarah Delianchin. Vous m'entendez? Mesdames, Messieurs, camarades, cette année, Présence Action culturelle fête ses 50 ans d'existence. 50 ans de lutte socialiste et d'éducation populaire. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons entamé un vaste chantier idéologique avec nos militants et sympathisants. En effet, depuis plus de 10 ans, force est de constater que les enjeux climatiques ont intégré nos actions et notre travail au quotidien. Cette prise de conscience s'est véritablement intégrée à notre colonne vertébrale sans pour autant remplacer nos valeurs fondamentales qui sont et resteront la justice sociale, la solidarité, la lutte contre les inégalités et la fraternité. Citoyens, citoyennes sur le terrain, experts et expertes dans nos publications et artistes dans nos projets ont chacun à leur manière construit ce nouvel ADN. Ils ont apporté des éléments de réponse à partir de leur vécu, à partir de leurs besoins, mais aussi à partir de leur prise sur le réel. Fort de cette expérience, nous avons décidé d'affirmer cette mutation de notre ADN comme un élément constitutif de toutes nos actions. Présence Action culturelle, nous l'affirmons aujourd'hui, est un mouvement progressiste éco-socialiste et il ne saurait plus en être autrement. À ce titre, je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelques repères qui ont fondé notre réflexion. Camarades, tous les voyants sont au rouge. Certes, c'est une couleur qu'on apprécie, je pense que ça se voit, mais je ne pense pas que nous devrions nous réjouir de ces voyants. L'heure n'est malheureusement plus au discours de circonstance, il est plus que temps d'agir, changer, évoluer, et de manière beaucoup plus radicale, renverser et rompre. Cette radicalité, elle s'impose à moi, elle s'impose à vous et elle s'impose à nous tous, comme seule et unique réponse aux énormes bouleversements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et dans les décennies à venir. Je n'ai pas connu la période dite des 30 glorieuses, je suis trop jeune. Je sais seulement que depuis les années 70, le mot crise résonne dans toutes les bouches. Ce mot crise caractérise aujourd'hui les sociétés modernes et de manière beaucoup plus inquiétante la planète sur laquelle nous vivons tous et toutes. En préparation de mon intervention, mon compagnon m'a conseillé de ne pas vous faire peur, de ne pas céder au catastrophisme, parce que finalement ce n'est pas ça qui fait avancer la mobilisation. Eh bien, je suis bien désolée parce que le monde des bisounours, celui de la publicité, il n'existe pas. Le seul monde qui existe, c'est le nôtre. Et demain, si nous ne faisons rien, il n'y aura plus à s'inquiéter ni de rien ni de personne. Ces basculements que j'ai évoqués, ils sont sans précédent à plusieurs égards. Mais ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'ils sont totalement inédits. Personne n'est capable de savoir vers quoi ils nous mènent. Et d'autre part, ils arrivent avec une vitesse vertigineuse. Nos écosystèmes sont bouleversés, plusieurs personnes l'ont déjà évoqué. Mais en quoi ça consiste? Pour être clair, nous assistons à la 6e extinction de masse des espèces. Pour rappel, la précédente était celle des dinosaures. Comme vous le savez, ils ne sont plus là pour nous expliquer comment ils ont survécu. Concrètement, ça veut dire que depuis 1970, le nombre d'animaux a diminué de 70% sur la planète. Une espèce vivante tire cependant son épingle du jeu. C'est la nôtre. Nous continuons à coloniser la Terre. Nous sommes aujourd'hui en 2019, 7,5 milliards d'individus. Nous étions en 1950, après la Seconde Guerre, 2,5 milliards et les projections annoncent 10 milliards d'individus en 2050. Cette augmentation exponentielle de la population pose question. Comment nourrir, éduquer, loger, transporter décemment cette population galopante? Parce qu'évidemment, au regard de cette augmentation de population, il y a aussi une forte augmentation de la production des richesses. Et paradoxalement, même si les richesses augmentent, les inégalités augmentent tout autant. Ces inégalités, ce ne sont pas uniquement combien d'argent j'ai dans mon portefeuille ou sur mon compte en banque. Ce sont des aspects beaucoup plus concrets de la vie de tous et toutes. C'est également l'âge à laquelle je risque de mourir. Un habitant de la commune de Letem, dans les alentours de Gand, a une espérance de vie de 8 années supérieure à un habitant de la commune de Dour.
Ces inégalités, elles ne viennent pas de nulle part, elles ne sont pas tombées du ciel, elles sont exacerbées par l'extension infinie de la logique du capitalisme. La marchandise est reine et le reste est accessoire. La valeur d'échange des biens et des services demeure l'élément régulateur de notre société au détriment d'un élément bien plus important qui est la valeur d'usage. Quel est le prix de notre santé? Quel est le prix de notre planète? Et puis surtout, camarades, quel est le prix de la vie humaine? Alors que, tous les jours, des milliers de personnes tentent désespérément de rejoindre l'Europe pour y trouver refuge. Mais ne nous trompons pas, nous ne sommes pas confrontés à une crise de réfugiés, nous sommes confrontés à une crise d'humanité. L'indifférence, le mépris et l'enfermement des enfants sont autant de critères qui pourraient évaluer l'humanité de nos sociétés actuelles. Cette crise d'humanité, c'est aussi le signe d'une transformation bien plus profonde de nos valeurs. Ces balises, censées orienter nos luttes, nos actions et nos combats, aujourd'hui, quelles sont-elles? La montée des extrémismes politiques et religieux sont autant de signaux d'alerte que nous avons peut-être trop longtemps ignorés. Excusez-moi si j'ai un peu plombé l'ambiance, ce n'était pas le but. Il y a quand même des choses à faire. Et merci à tous ceux qui sont restés malgré le retard pris de ce congrès. Chez Présence et Action culturelle, depuis plus de 10 ans, avec nos publics dans nos actions et nos rencontres, mais aussi toutes les publications que nous avons pu éditer, nous avons pris conscience que les politiques actuelles amènent certes une partie des réponses, mais elles sont souvent insuffisantes. Soyons clairs. Ajouter des contraintes environnementales sur un système capitaliste pérennisé ne suffira pas. Les grandes conférences du climat, les protocoles tels que Kyoto n'ont jamais apporté les effets escomptés. Pour autant, l'instauration d'une dictature verte, réclamée par certains, ne sera pas une réponse pour nous non plus, car nous prenons une société solidaire, démocratique et fondée sur l'égalité. Pour illustrer notre propos, nous empruntons régulièrement le schéma de Ken Raworth. Alors, comme il est passé midi, je vais vous laisser imaginer un donut, mais parfois on parle de bouée, donc au choix. Alors, vous imaginez que le centre de ce donut, le centre de cette bouée, constitue un plancher social, en dessous duquel il n'est plus possible de garantir l'exercice des droits fondamentaux pour tous les citoyens et citoyennes de cette planète. À l'extrémité de ce donut, ou de cette bouée, vous avez un plafond environnemental, au-delà duquel il ne sera plus possible de garantir une planète viable pour tous et toutes. Le plancher social, c'est l'accès à un logement sain, l'éducation, le revenu suffisant, un bon emploi, l'égalité femmes-hommes, la protection sociale, l'accès à l'eau. Et le plafond environnemental, c'est une gestion raisonnée des ressources limitées, le passage de l'énergie fossile vers les énergies renouvelables, et puis surtout la préservation des forêts et des océans. Une politique écosocialiste, c'est toutes les mesures qui sont comprises entre ce plafond environnemental et ce plancher social. C'est un espace à la fois sûr et juste pour tous les citoyens et citoyennes du monde. Construire une société écosocialiste, c'est substituer la logique du profit infini, inhérente au capitaliste, à la logique finie des écosystèmes. On ne pourra pas toujours faire plus ou avoir plus. Ce n'est plus possible. Construire une société écosocialiste, c'est rompre avec certains dogmes qui ont la peau dure. La croissance, l'augmentation du PIB comme seul indicateur de richesse, l'augmentation du pouvoir d'achat comme seule perspective pour les travailleurs et travailleuses, mais aussi la logique productiviste à tout va ou l'accumulation des produits par le progrès. Enfin, construire une société écologiste, c'est, comme le suggère le sociologue et philosophe Michael Lowy, remettre en question la critique originelle marxiste qui opposait force de productive et rapport de production. C'est envisager, en plus de ces deux éléments, la condition de production. Ce n'est plus seulement envisager qui produit et pour qui, mais c'est aussi se demander comment produit-on, dans quelles conditions et surtout à quel usage produit-on. Mais comme je l'ai dit, et puis surtout comme le disent nos enfants qui sont dans les rues toutes les semaines et qui étaient encore plus de 30 000 il y a 2 jours, il est temps de passer aux actes. Intégrer les conditions de production, c'est donc considérer les produits dans leur cycle de vie global, de la production à la destruction et même mieux à leur réutilisation. Et ce, à un niveau supranational, comme le propose le programme au niveau européen.
Envisager un plafond environnemental, c'est accompagner les agriculteurs et agricultrices dans un système de production plus durable, et ce, via la création d'un fonds de transition européen. Plus d'agriculture biologique, c'est aussi pouvoir fournir de la nourriture plus saine au plus grand nombre et à un prix qui est accessible à toutes les bourses. Considérer un plancher social, c'est stopper l'augmentation sans fin de l'énergie. Il n'est plus possible qu'aujourd'hui, la part de l'énergie dans le budget des ménages soit à ce niveau. Pour cela, nous pourrions commencer, mais d'autres l'ont dit, par ramener le taux de TVA à 6% pour le gaz et l'électricité, mesure totalement injuste instaurée par le gouvernement précédent. Mais c'est aussi penser à la transition énergétique, investir dans les énergies renouvelables comme le vent, le soleil, la chaleur thermique. De plus que tous ces secteurs constituent des secteurs d'emploi d'avenir, constituent des secteurs de bons emplois. Former des travailleurs pour qu'ils s'insèrent dans ces nouveaux secteurs de production, pour qu'ils inventent les métiers de demain, c'est leur garantir un revenu durable. Au vu de l'explosion de la population, il va bien falloir déplacer tout ce petit monde. La gratuité des transports en commun doit être une horizon pour toute la population à moyen ou long terme. De plus, il faut encourager les travailleurs et les travailleuses à se rendre à leur travail en transport en commun. Et pour ça, il faut deux choses. Il faut d'une part imposer le remboursement à 100% des trajets domicile-lieu de travail à partir du moment où ils sont effectués en transport en commun, mais d'autre part, il faut aussi renforcer les services publics et en priorité la SNCB. Augmenter considérablement sa dotation est la première chose à poser, et le premier acte à poser. À titre d'exemple, selon les estimations, puisqu'il n'existe aucun chiffre figé de l'avantage des voitures de société, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le manque à gagner de l'État. Aujourd'hui, les voitures de société représentent un manque à gagner entre 2,5 milliards et 4,5 milliards par an. Je vous laisse faire la suite du raisonnement. Le service public doit être moteur de cette transformation écosocialiste. Il peut par exemple soutenir l'agriculture biologique et locale en imposant dans toutes les cuisines publiques l'utilisation de ces produits. Par exemple, les hôpitaux, les crèches, les écoles. Mais il peut aussi stopper les investissements dans les énergies fossiles et nucléaires. Surtout, le service public a une vocation très forte. Le service public est là pour mener des politiques fiscales. Taxer plus le capital que le travail, mais également taxer les actes polluants de grande échelle. Dans tous les cas, camarades, il nous paraît vain d'entrer dans une logique de culpabilisation des individus. Tout le monde en fait déjà bien assez. Les tendances à la surresponsabilisation sont pour nous contre-productives. D'une part, elles nous font croire que la somme de tous les petits actes individuels sauveront la planète. C'est faux. D'autre part, elles agissent comme l'arbre qui cache la forêt et permettent aux véritables pollueurs de ne jamais être inquiétés. On parle souvent de la fable du colibri. Je vous invite, quand le congrès sera fini, si vous êtes encore d'humeur à lire, à aller lire la fable entière. À la fin, le colibri, à force de voler tout seul pour éteindre l'incendie, il meurt. Seules les actions conjointes de l'État, comme régulateur des industriels et des entreprises polluantes, et comme levier fiscal, de la collectivité, comme moteur et codécideur des actions à mener et des politiques à entreprendre, et enfin des individus, en agissant à leur niveau pour réduire l'impact environnemental, pourront véritablement freiner le dérèglement climatique et social que nous subissons aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.